Bienvenue dans ce numéro de décryptage. Cette fois-ci, nous sommes à l'international. L'actualité oblige. Nous allons nous intéresser aux résultats des élections européennes tenues ce dimanche. On en a parlé déjà quelque peu dans nos précédentes éditions. L'exercice sera fait par qui de droit? Vous le savez, notre consultant consultant en relations internationales, il a nom Morgan Metondi Asogba. Bonjour Morgan. Bonjour Monsieur Loris. Et merci de la disponibilité. C'est un plaisir. À nous aider à en connaître un pan sur ce que cache ce Parlement, les enjeux justement et la portée justement de ces résultats sur, je dirais, la politique interne, surtout de la France, pour ce qui nous concerne, parce que c'est la mère colonisatrice et après on pourra s'étendre à d'autres nations. La Belgique et autres. Mais maintenant, Morgan, dites-moi, qui des chiffres, des commentateurs, des détracteurs, des analystes disent la vérité de ces résultats à l'issue des élections européennes? C'est vrai, on retient un écart de 0,9 points entre LRM, la République en marche, et le Rassemblement national. D'autres pensent que c'est un échec cuisant pour le président de la République, Emmanuel Macron, d'en arriver, de s'en sortir deuxième, encore que Édouard Philippe et Nathalie Loiseau, je dirais, dans les coulisses des campagnes pour ces législatives, pensaient ravir la vedette aux autres partis, mais rien n'y fit. Qui dit vrai? Qui dit vrai? Est-ce les chiffres ou les analystes ou les politistes ou politologues? Alors, il faudrait déjà partir du fait que tout le monde dit sa part de vérité. Vous voyez, c'est la question, du moins c'est la situation lorsqu'on parle de vérité. Chacun aborde un aspect de la question qui est vraisemblable selon son angle d'observation. Et sur ce point, alors il faudra dire que pratiquement tout le monde dit la vérité, mais tout le monde ne voit pas tous les angles. Donc lorsque vous combinez les angles d'observation de tout un chacun, vous pouvez commencer par apprécier ce qu'est réellement la situation. Et ce qu'est réellement la situation est une évidence d'autant plus que toute personne ayant déjà observé l'évolution de la vie politique et économique, que ce soit de la France en particulier ou de l'Europe en entièreté, comprendrait qu'on est en train d'assister à un changement de certaines situations. Et parmi ces situations qu'on observe, on a la question de la notoriété du président Macron et de son côté politique qui est en train d'être d'une certaine façon prise de vitesse par les autres tendances, ce qui est dû au fait qu'on assiste à un changement de vision entièrement au sein de l'Europe et particulièrement en France. Il y a une accumulation de frustration qui est en train de faire en sorte qu'on assiste à ce changement de situation. Certes, c'est une évidence que le président Macron a connu ce que certains qualifieraient d'un échec cuisant avec son équipe. Mais de l'autre côté, il faut dire que c'est la France en elle-même qui est en train de mettre en avant ces difficultés et l'Europe aussi en elle-même. Lorsque vous observez de l'autre côté ces résultats. On prédisait un écart de 3 à 4 points entre la République en marche et le Rassemblement national, mais c'est plutôt le contraire, mais un écart mince quand même, 0,9 points, même si cela reste un écart. Voilà. Et cela confirme au fait la situation aujourd'hui. Aujourd'hui, le leadership de la France ou de l'Europe n'est plus, disons, la chose gardée d'une quelconque partie, disons, de la sphère politique. On est en train d'assister à un moment de l'Europe, ou de la France en particulier, où le leadership est ouvert. Il faudra maintenant voir quel système
ou quelle organisation politique pourra effectivement convaincre la majorité, que ce soit des Français ou des Européens, dans sa vision du développement de cette partie du monde. Morgane, poursuivons toujours dans le décryptage de ces résultats. Qu'est-ce qui explique cette percée des Verts? C'est une explication qui peut être vue directement, mais qui demande aussi une analyse profonde. Directement, parce qu'on est en train d'assister à une ère où l'environnement est une question primordiale. Quel que soit le système dans lequel vous êtes, qu'il soit économique, politique, l'environnement devient une question primordiale, parce que tout ce que nous le faisons dans un environnement donné. Et l'environnement du monde est menacé. Et nous savons que les Verts ont un programme de protection de l'environnement qui est développé. Étant donné que la question de l'environnement est une préoccupation mondiale, c'est tout à fait compréhensible que les Verts puissent avoir ou connaître cette percée. Maintenant, de façon plus profonde, il faut dire qu'il y a la situation, la crise de confiance qui existe au sein des autres groupes. Je le pense surtout. Oui, la crise de confiance qui existe au sein des autres groupes a fragilisé leurs, disons, résultats habituels. Et l'implication davantage ce qui a permis aux Verts de bénéficier de cette situation, du vote de ces Nini. Exactement. Exactement. Je pense. Et il faut noter qu'on constate qu'il y a un taux de participation de la population européenne. Vraiment, c'est le plus haut depuis 2014. On a environ 50%, un peu plus de 50% de taux de participation, ce qui signifie que la plupart des Européens, du moins, est de plus en plus soucieux de ce qui se passe en Europe. Pas parce que l'Europe se portent mieux ou ils sont plus conscients, mais qu'ils se sentent, ils éprouvent le besoin de s'impliquer pour que les choses puissent continuer, du moins que les choses puissent aller dans la bonne direction. Oui, maintenant, les résultats sont là. Morgane, dites-moi, quelle suite pour Emmanuel Macron? C'est vrai, la tendance est annoncée, il n'y aura pas de remaniement. Édouard Philippe l'a reprécisé, je ne sais pas si vous l'avez suivi, il n'y aura pas de remaniement, mais il y aura quand même de nouvelles orientations. C'est une évidence. Et les nouvelles orientations ont commencé à exister depuis un certain moment en France et en Europe en entier. Pourquoi est-ce qu'il y aura de nouvelles orientations? Parce que déjà, la population l'exige. La population l'exige et on ne va pas mettre en marge ce mouvement des gilets jaunes qui, d'une certaine façon, ne démord pas. Qu'on le veuille ou non, c'est un aspect capital de tout ce qui se passe en France. C'est une question majeure de l'évolution de la France. Donc, effectivement, il y aura de nouvelles orientations. Maintenant, qui sera mis à la place de qui, quelle disposition sera prise, ça c'est une question qu'il est difficile. Oui, parce que Emmanuel Macron devra maintenant faire avec cette nouvelle configuration du Parlement. Exactement. Alors que qui dit Parlement et cela ne restera pas sans implication. Il y aura tellement d'implications, parce que qui dit Parlement de l'Union européenne parle directement de coopération. Et coopération avec le reste des 27 pays. Ah oui. Et qui dit coopération avec le reste des 27 pays doit prendre en considération l'ambiance, l'atmosphère actuelle de l'Europe. En Europe, on a une poussée, une montée du nationalisme. On a on peut déjà regarder et observer des prémices de discorde. Lorsqu'on voit l'attitude de l'Italie, lorsqu'on voit l'attitude du Royaume-Uni qui est en train de penser, qui a déjà pensé quitter, et je vous l'ai dit la dernière fois, lorsqu'on a eu l'opportunité, que Theresa May, d'une certaine façon, finira forcément par... Comme le disent les nôtres pays, Theresa May, on peut désormais dire c'est fini. Voilà, elle a fini par démissionner parce que c'était clair que le Parlement, du moins britannique, ne voulait pas de ce deal. Maintenant, on se demandait, est-ce que c'est effectivement le deal ou c'est Theresa May? La grosse question est là. Et cette implication explique aussi la redynamisation du Parlement européen et les difficultés auxquelles chaque État membre de l'Union européenne en particulier devra affronter et
que la France elle-même est déjà en train d'affronter, mais devra encore faire avec. C'est une évidence que la France va se retrouver dans une position un peu plus perplexe. Maintenant, Avant de poursuivre à l'international, restons en France d'abord, Morgane Metonzi. Toujours à propos des implications. Nous avons constaté que les pénistes ont commencé déjà à recruter quelques cadors, quelques ténors. Certains tentent déjà de les rejoindre. Que doit faire Macron? Alors, ou que peut faire Macron? Voilà. Ça, c'est vraiment la bonne question. Qu'est-ce que Macron peut faire? Macron est arrivé à une étape de sa gestion politique où il a une très faible marge de manœuvre. Et la meilleure option que je lui trouve actuellement, c'est de se concentrer sur le fait de mener à terme de façon plus productive son mandat. Ne pas s'occuper des guerres qui pourraient exister ou qui pourraient naître de cette situation difficile dans laquelle il se trouve, parce que, vous l'avez souligné, les pénistes qui sont en train de se mobiliser, s'il se lance dans cette guerre, ce sera une autre distraction pour lui. Une distraction qui ne va pas l'épargner en matière d'improductivité de son mandat. Parce que le président Macron se retrouve aujourd'hui dans une situation où son mandat risque d'être qualifié dans l'histoire de la France comme l'un des mandats les plus improductifs. Donc, la meilleure option que nous pensons serait envisageable pour lui et pourrait le protéger, c'est de se focaliser sur comment effectivement satisfaire les besoins, disons aux besoins les plus primordiaux du peuple français et faire en sorte que le reste de son mandat, qui n'est plus aussi énorme que cela, soit un peu productif. C'est vrai que les grands débats n'ont pas permis de convaincre les manifestants, les gilets jaunes et autres. D'autres tentatives sont en cours, des réformes sur des réformes, mais en griffe, en vain. Mais maintenant, les législatives, les élections européennes en viennent à annoncer leurs couleurs, qui ne sont pas les plus favorables à l'exécutif français. Alors, au-delà de la France maintenant, comment doit se comporter Macron? Oui, au-delà de la France, comment doit se comporter Macron? Je pense que vous faites allusion à la personne de Macron ou vous faites allusion à la politique étrangère? À la politique étrangère. À la politique étrangère. Rapport France, autres pays européens. Alors, rapport France, autres pays européens, déjà, doit se faire dans une dynamique de réconciliation. Réconciliation, pourquoi? Parce que il faut noter qu'il y a des pays, un certain nombre de pays assez influents en Europe, qui sont en train de céder à cette montée de frustration qui pourrait affecter considérablement... Qui tend à se généraliser. Voilà. Qui pourrait affecter considérablement les relations de coopération entre la France et ces pays. L'un des pays phares dans cette discorde, c'est l'Italie. Donc, et surtout que on a une probabilité de Brexit qui va réduire le nombre de députés à l'Union européenne et qui seront redistribués entre les États membres. Cela va encore fragiliser d'une certaine façon la marge de manœuvre de la France. Certes, la France est en train d'entretenir une relation considérable avec l'Allemagne. Je pourrais dire même que la France et l'Allemagne, de plus en plus, pensent développer une politique commune. Ce qui explique d'une certaine façon la rencontre que le président chinois a eue avec le président Macron, la chancelière Angela Merkel. Disons une rencontre Chine-Union européenne. Alors, la France devra s'appesantir effectivement dans quelle stratégie mettre en place pour regagner la confiance de ces pays en Europe qui n'épousent pas forcément sa façon de faire et qui sont en train de profiter de cette crise. Même quand vous regardez la situation, il y a la crise de l'euro qui est grandissante. On a déjà l'Allemagne qui se retrouve aussi en difficulté parce que la production industrielle qui était a priori
Même si la CEDEAO s'en est sortie plus ou moins que... Vous l'avez dit plus ou moins. Exactement, c'est ça. Plus ou A moins. priori, la CEDEAO ne s'en sortait pas plus ou moins. Elle s'en sortait. C'était clair qu'elle s'en sortait. Oui. Mais là, il y a eu... la situation a touché à ce parti-là Oui. et qui rencontre aussi beaucoup plus de difficultés. Peut-être dû à l'impact du fin de règne de la chancelière. C'est une façon de voir. Mais je suis prêt à parier qu'il y a bien de facteurs, et bien de facteurs qui justifient aussi cette régression. Cette fin de mandat de Angela Merkel aurait impacté quelque peu, enfin, selon moi. Je suis tout à fait d'avis avec vous. Mais vous voyez, lorsqu'on regarde la fin de mandat en soi, ce n'est pas le mandat en soi ou sa fin qui a l'impact, mais c'est la gestion et les situations qui se présentent pendant cette période. Et il faut dire que Angela Merkel, elle peut s'estimer peut-être chanceuse, parce que c'est vers la fin de son mandat que les difficultés que connaissent l'Union européenne, en général, apparaissent de plus en plus. Maintenant, c'est difficile d'imputer la situation de son parti à cette fin de mandat. Il faut toujours regarder, il faut beaucoup plus regarder la situation économique. Il faut regarder la situation politique, on ne va pas dire que c'est un problème, mais surtout la situation économique. Et les tractations, les démarches qui sont menées pour rapprocher les différents pays qui font partie de l'Union européenne. Tout compte fait, elle reste plus ou moins vernie que Macron de l'autre côté. Oui, forcément. Revenons à la France, Morgane. Quels sont les challenges qui se présentent à Macron à l'issue de ces européennes? À l'issue des européennes, le président Macron doit avoir certainement compris qu'il n'a pas fini de connaître des difficultés, surtout sur le plan de sa politique étrangère spécifique à l'Union européenne. Parce que ce qui ferait la force du président Macron serait d'avoir une Union européenne qui épouse sa vision de développement. Alors que le président Macron se retrouve aujourd'hui dans une Union européenne qui n'épouse pas forcément sa vision du développement et d'une certaine façon qui a décidé de s'occuper de ses propres problèmes. Quand je dis une Union européenne qui a décidé de ses propres problèmes, je fais allusion déjà à chaque État pris individuellement, qui connaît des difficultés majeures. Ce qui va rendre la collaboration, du moins le fait de se soucier de ce qui se passe chez l'autre, un peu plus compliqué. Donc, ce ne serait pas étonnant de commencer à voir des États de l'Union européenne aller négocier ou entrer en partenariat, en coopération individuellement, plutôt que de penser à une politique commune. Et la grande difficulté qui va se poser, c'est aussi la capacité d'harmonisation de ces différentes politiques au sein de l'Union européenne. Donc le président Macron devra voir dans quelle mesure renforcer sa politique étrangère sur le plan bilatéral, beaucoup plus que sur le plan multilatéral. Parce que le plan multilatéral se trouve handicapé par la situation actuelle de l'Europe vis-à-vis, lorsqu'on prend en compte vis-à-vis du reste du monde. Donc il faudra dynamiser la politique étrangère bilatérale pour faire entrer suffisamment de fonds et d'investissements pour que la situation économique de la France puisse être développée. À l'intérieur, il faudra impliquer davantage ceux qui sont en grief contre sa politique de développement et de gestion. Et ceux qui sont en grief par excellence, ce sont ceux-là qui font partie des gilets jaunes. Voir comment les impliquer dans la gestion, prendre en considération leurs revendications afin que son mandat, le reste de son mandat, ne soit pas targué. Donc, deux choses, challenge à résoudre, adopter, développer une politique étrangère axée beaucoup plus sur le plan bilatéral, coopération bilatérale, en identifiant les partenaires qui aujourd'hui quand même continuent de rester importants et intéressés par leur relation amicale avec la France. Et la deuxième chose, faire en sorte que la politique interne prenne beaucoup plus en considération les personnes, en l'occurrence les gilets jaunes, en considération leurs revendications. Parce que ça,
et ils représentent une frange importante du peuple, prendre leur considération afin que le reste de sa gestion puisse satisfaire plus ou moins leurs besoins pour une fin beaucoup plus appréciable. Je ne voudrais plus évoquer le cas de Mélenchon, la France insoumise, qui n'a été que l'ombre d'elle-même, en quelque sorte, parce que on n'a pas lu cette verve de Mélenchon à travers les résultats. Qu'est-ce qui n'a véritablement pas marché là? Je n'arrive pas à me l'expliquer. Vous savez, c'est aussi très simple. C'est comment on va dire, la déphasage qui existe entre ce qui est dit et ce qui est fait. Vous savez, c'est pas le fait de parler, d'avoir une personnalité forte et de dire des choses intéressantes forcément qui feront que les gens vous suivront. Aujourd'hui, la communication à elle seule ne suffit pas, mais il faut les actions sur le terrain. Et je pense que c'est sur le plan des actions que les Français n'ont pas voulu continuer dans la lancée de la France insoumise. Une petite polémique avant d'aborder les perspectives inhérentes à ces élections européennes, Morgane Metondi. Est-ce que le casting approximatif de Nathalie Loiseau aussi n'a pas plombé quelque peu les résultats? Oui, on pourrait accepter cela, mais ce serait un crime de l'accepter entièrement, dans la mesure où on n'a pas fait une étude qui nous permet de comprendre. Non, mais à la suivre au cours des campagnes, toutefois, ces discours... on peut dire que ça personne, du moins la façon dont elle s'est mise en valeur, en griffe, n'a pas permis. Elle a, je dirais, ce qu'on peut appeler des phrasés, je dirais pas loufoques, mais... n'a pas permis forcément à son équipe de campagne de maximiser ses chances de réussir, on peut le dire. Mais de là à dire que c'est sa personne, toutefois, elle a beaucoup de choses à revoir. Même si Édouard Philippe porte vaillamment et la défend au cours de ses... C'est un devoir. L'a tout le temps défendu au cours de ses campagnes. Enfin, c'est un devoir pour lui. Je pense que le casting reste un tout petit peu approximatif. Alors, abordons maintenant, Morgane Metondi, les perspectives. Alors, les perspectives, lorsque vous prenez... l'Union européenne. Il faut déjà comprendre que le Parlement européen est juste une frange de l'Union européenne. C'est l'une des 3 institutions de l'Union européenne. Vous avez le Parlement européen, vous avez la Commission européenne et vous avez la Cour de justice qui, chacune d'entre elles représente la séparation des pouvoirs qui est tant voulu dans un système démocratique, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Alors, là où souvent on a une petite confusion, c'est entre la Commission européenne et le Parlement européen. Vous allez voir, la prochaine étape a priori... Le président qui naît de ce Parlement. Exactement. Le président du Parlement... n'est pas le président de la commission. De la commission, voilà, exactement. Il y aura 2 élections très prochainement. Oui. Une élection, l'élection pour le président du Parlement et une élection pour le président de la Commission européenne. La Commission européenne est en quelque sorte l'organe exécutif de l'Union européenne, tandis que le Parlement est l'organe législatif. La Commission européenne a entièrement l'initiative de la législation. C'est à elle, de façon plus ou moins, je vais dire, directe, que revient cette initiative. Elle l'a de façon absolue. Le Parlement l'a de façon partielle. Vous voyez. Et c'est la Commission européenne qui s'occupe de l'exécution, de la mise en œuvre des politiques au sein de l'Union européenne. C'est la manche opérationnelle. Exactement. D'où son importance capitale. Et c'est ce qui explique le fait que la plupart des grands groupes qui sont ressortis de cette élection de l'Union européenne, à savoir le PPE et les Verts ne sont pas forcément dominants, mais vous avez le PPE, vous avez le SND, voilà, et chacun d'eux veut avoir positionné
chacun devait avoir positionné à la tête de la Commission européenne leur Voilà leader. des propositions que nous fait la réalisation, enfin pour la France. Exactement. Chacun d'eux veut avoir, vous avez chacun d'eux veut avoir au leadership de la Commission européenne le candidat. Vous avez le PPE qui veut Manfred Weber comme président de la Commission européenne. Vous avez le SND qui veut Frans Timmermans. Et vous avez les libéraux. Les libéraux, lorsqu'ils se mettent ensemble, ils souhaitent avoir Margaret Vestager. Une chose est sûre, c'est tout sauf Juncker cette fois-ci. Tout sauf Juncker. Maintenant, regardons le Parlement. Le Parlement, ainsi que toutes les autres institutions, particulièrement la Commission, devra s'attaquer à quelques points très importants au niveau de l'Union européenne. Le premier point, c'est la crise de l'eurozone. Comment faire en sorte que la zone monétaire euro qui a été créée soit plus effective et porte beaucoup plus d'espoir? Parce que nous avons 2 États au sein de l'Europe qui sont en train de connaître une difficulté qui va forcément rendre cette zone encore plus invivable. Il s'agit de l'Allemagne. L'Allemagne qui est en train de connaître, qui a eu une baisse d'1,8% par rapport à son développement, alors qu'elle espérait une augmentation de 0,50%. Mais elle a plutôt eu le double en matière de baisse par rapport à l'augmentation qui était espérée. Vous avez la dette italienne, qui aujourd'hui constitue un problème majeur parce que l'Italie, le système européen fait en sorte que lorsque vous avez des difficultés, on a la possibilité de vous faire des prêts. Alors, l'Italie a tellement consommé les prêts aujourd'hui que la situation de sa dette est en train de mettre en danger toute la zone. La zone, c'est comme, voilà, on est ensemble, si tu as des problèmes, je viens t'aider. Ou bien, je t'aide avec ce qu'on a. Mais il s'est fait que l'aide qui a été apportée à l'Italie est énorme et l'Italie ne se trouve pas en position de rembourser ses dettes. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec la Grèce en temps et c'était vraiment ce qui a même justifié le fait qu'on a dit on ne veut pas de la Grèce dans l'Union européenne parce que ça va nous compliquer la tâche. Mais voilà que cette situation se reproduit au sein même avec un pays qui est déjà au sein de l'Union européenne. Donc vous avez ces 2 aspects qui doivent être résolus pour permettre à la crise de l'eurozone d'être jugulée par le Parlement. Vous avez la situation avec la Chine. Le Parlement a du moins considéré la Chine comme étant un systemic rival, c'est-à-dire un rival systémique. Le système de la Chine met en danger, selon le Parlement européen, du moins selon l'Union européenne, tout le système de l'Union européenne. Et ça, c'est considérable. Et c'est vraiment une question majeure pour l'Union européenne si elle veut continuer à exister. Parce que vous avez les États-Unis qui sont pas allés par 4 chemins, qui ont déclaré carrément une guerre à la Chine parce que la Chine est une menace. Mais il faut pouvoir le faire. Il faut pouvoir le faire. Ah oui, il faut en avoir les moyens. Mais qu'est-ce que vous voulez de contenir et de contrer et de contenir cette Chine. C'est la question, c'est pour cela que je vous dis, c'est un grand challenge. Ah oui. Un grand challenge, même si l'Union européenne a commencé à faire les premiers pas en invitant la Chine autour d'une table pour discuter avec la Chine. Comme je vous l'ai dit à l'entame, on a vu l'Union européenne s'asseoir autour d'une table avec la Chine. Vous voyez combien de fois la Chine est en position de force pour que toute une Union européenne s'asseye avec elle. Alors que la Chine est aussi dans une politique divisée pour mieux régner. C'est-à-dire, elle peut se permettre d'avoir des deals avec chacun des 28 États de l'Union européenne. Du moins, elle aurait même préféré cela. Ou quelques-uns. Au lieu de vouloir faire un deal avec je pense que c'est peut-être pour contourner ce risque qu'ils ont pris. Que l'Union tente maintenant déjà de prendre langue avec la Chine. Mais ça va être encore plus difficile, vu la configuration actuelle du Parlement. Le Parlement, aujourd'hui, est dans une situation où la prise de décision commune ou de politique commune va être la plus difficile que ce Parlement ait eu à connaître depuis son existence. Dans le sens où on ne peut pas aujourd'hui se permettre de dire que tel groupe
est majoritaire et pourrait avoir la majorité absolue qui est de 376 voix lors d'un vote qui permettra d'adopter une politique commune. Il faudra tellement d'alliances et de coalitions pour en arriver là. Alors qu'on sait bien les divergences qui existent déjà au sein de cette Union européenne. Et pour finir, vous avez la demande. Lorsqu'on prend l'Union européenne dans sa production, qu'elle soit industrielle ou commerciale, l'un des plus grands consommateurs des produits de l'Union européenne aujourd'hui, ça va être celui qu'elle considère comme étant un rival systémique. Cette même Chine. Cette même Chine. Qui a décidé déjà de réduire sa demande. La Chine a déjà décidé de réduire sa demande. Et le fait que la Chine réduise sa demande, disons, on ne veut plus. On prenait 10 avant, maintenant on ne veut plus 10. Hein. Vous pouvez nous donner 5. Encore que les 5 là, peut-être, on va... Voilà, reste à voir. Alors, si il n'y a plus de demande, comment écouler? Alors qu'on connaît déjà beaucoup de dettes qui mettent en danger le système. C'est un challenge. Comment arriver effectivement à relever ce défi, vu que on veut adopter une politique commune, alors que la Chine n'est pas trop d'accord avec cette politique commune. Donc, certains États, et vu que les États n'ont que des intérêts, pourront aller négocier avec la Chine et avoir une part du marché un peu plus grand. Voilà un peu les challenges qui se présentent aujourd'hui à cette Union européenne, au travers peut-être les différentes initiatives qui seront prises par le Parlement, qui devra, qu'il le veuille ou non, discuter de ces différentes questions que nous avons évoquées. On va tenter de supputer un peu sur la dette, le perchoir. Oui, c'est vraiment difficile. Vous voyez, cela aurait été très facile si on pouvait voir déjà les grandes tendances et ceux qui pourront prendre le devant. Vous voyez. Mais pour supputer, on peut déjà dire que le PPE se trouve en de très bonnes positions pour imposer son choix. Si le PPE arrive à mettre les Verts de son côté. Mais on se rend compte que le programme environnemental des PPE n'est pas aussi convaincant. Donc, il y a une probabilité pour les socialistes et les libéraux d'obtenir satisfaction. Et lorsque vous regardez les socialistes et les libéraux, le candidat pour eux, c'est Margaret Vestager. Donc, on peut dire que si les membres du PPE n'arrivent pas à revoir leur politique environnementale de façon à convaincre les Verts de se mettre de leur côté, ils ne pourront pas faire élire leur candidat. Pour finir, Morgane, parlons encore de Macron. Macron, d'accord. Vous le voyez prendre un certain groupe parlementaire constitué par exemple de libéraux et de centristes? Oui, Macron devra faire du moins mener cette démarche. Est-ce possible? Cela pourra-t-il prospérer? Aujourd'hui, il n'est plus question de savoir ce qui va prospérer ou pas au niveau du président Macron, mais il est question de savoir ce qui peut apaiser le climat dans lequel il se trouve afin qu'il puisse mener bien à terme sa politique. Donc il fera les sacrifices qu'il faudra. Et ce sacrifice que vous venez d'énoncer semble être une nécessité. Parce que qu'est-ce qui l'empêche? Énorme, oui, mais nécessaire. Concession énorme, mais nécessaire. Nécessaire dans la mesure où ça va le permettre de pouvoir mener les différentes initiatives qu'il pourrait avoir. Vous voyez un peu. Mais s'ils n'arrivaient pas à faire cette concession, ces groupes-là vont continuer, du moins, à lui compliquer la tâche. Donc voilà un peu les raisons qui pourraient permettre de dire qu'il devra faire cette concession. La décision ne lui reviendra pas à lui seul, étant donné qu'il fait partie d'une équipe, un parti, et le parti devra du moins l'accompagner dans ce processus. Si Nancy ne tenait qu'à lui, ce serait une décision à prendre, une concession à faire.
tout de suite. Mais étant donné que ce n'est pas lui seul qui va prendre cette décision, alors on peut dire que tout dépendra du degré de fierté et de sacrifice que son parti serait prêt à faire pour cette situation. L'extrême droite. Que dire de l'extrême droite au Parlement européen? L'extrême droite, je dirais que... Enfin, je parle du RN. Vous voulez parler du RN, je veux dire. Oui, oui. Ils ont de beaux jours. Dans le sens où, déjà aujourd'hui, on arrive à une fragmentation effective. Et ils ont l'opportunité de conquérir davantage de terrain. Donc on peut dire que l'extrême droite a de beaux jours si elle sait jouer, capitaliser sur cette situation qui existe actuellement au sein du Parlement. Voilà un peu. En attendant que les négociations prospèrent dans les coulisses et que le perchoir, je veux dire, le bureau soit connu et que les groupes parlementaires soient aussi connus, Morgan Maître Diasogba, on pourra vous solliciter en son temps pour lire peut-être le profil du prochain président du Parlement, du prochain président de la Commission aussi, et qui jusque-là, on ne sait pas. C'est vrai que ce sera très difficile de lire ou d'avancer des noms très juste en l'état. Je vous rejoins sur cette façon de penser parce que c'est vraiment difficile de pronostiquer aujourd'hui sur le Parlement. Merci franchement à vous, Morgan. C'est un plaisir. Merci de votre disponibilité. Merci de nous aider à nous approprier chaque fois un pan de la délicate, rigide et dense politique internationale. Allez, c'était le décryptage. On va poursuivre de la musique maintenant pour vous raccompagner. Morgan Diasogba, je rappelle que vous êtes spécialiste justement des questions des relations internationales. Vous nous aidez depuis peu justement sur des questions au-delà des frontières du Bénin.